Nouveau regard de l'actualité sur la télévision Shekina. Bonsoir et soyez bien évidemment les bienvenus. Démarrons cette principale édition d'information avec ce SOS de nouveau-nés. Des jumeaux sont jusque-là internés dans une structure hospitalière pour des questions de santé. La famille démunie serait menacée par cette structure hospitalière qui exige le paiement d'une facture de près de 300 000 francs CFA. Bon, je suis une jeune dame qui vient vers la TVS pour lancer un cri de détresse pour deux bébés qui sont hospitalisés dans une structure de la place prématurée. Actuellement, ils sont sous oxygène, n'ayant pas de moyens vraiment pour les soins de ces enfants qui sont vraiment très coûteux. Voilà pourquoi je lance le premier cri à Madame Seva Bongo, la première dame du Gabon, au président de la République, au haut dignitaire de l'État, aux affaires sociales et à toute personne de bonne foi, afin que Dieu puisse leur toucher le cœur pour venir en aide à ces enfants qui n'ont pas cherché à venir au monde, mais qui sont venus parce que Dieu les a envoyés. Je réponds au numéro suivant, le 0260 0717 et le 0651 59 89. Que Dieu bénisse toutes personnes de bonne foi. Je vous remercie. Les enfants sont nés avant temps, ils ont des problèmes respiratoires. Voilà pourquoi ils sont dans une structure de la place, dans des couveuses et sous oxygène. Les militants vous ont demandé combien à petit voiture? Bon, on est là au niveau d'abord de la caution. Qui s'élève à combien? La caution, ils nous ont demandé, la caution s'élève à 300 000, parce qu'un enfant c'est 150. N'ayant pas de moyens, ils menacent de nous faire sortir des enfants de la clinique. Voilà pourquoi je suis venue pour demander ce cri d'alarme pour aider ces enfants qui sont en détresse. Parlons transport à présent. Réunis au site d'embarcation des charbonnages, les transporteurs réunis au sein de l'association des transporteurs du Gabon n'entendent pas lâcher du lest et persistent à dire qu'ils ne prendront pas part à la formation initiée par le ministère des Transports à leur endroit. Écoutons à cet effet le secrétaire général de la dite association. Au niveau de l'association des transporteurs du Gabon que nous représentons, nous avons tenu ce matin à nous exprimer sur la question, et d'ailleurs pour une énième fois, à savoir que pour diverses raisons, par rapport au préalable que nous souhaiterons d'abord élaguer sur une table, il serait de bonne loi que cette formation soit dans un premier temps suspendue, de manière à ce qu'ensemble, nous puissions remodeler la question de la carte professionnelle qui, nous le reconnaissons, devrait être un outil de travail pour les transporteurs que nous sommes. Mais cette carte professionnelle ne devrait pas s'obtenir sur le mode ou le procédé qui a été déjà préconçu par le ministère des Transports. La question qui fâche justement par rapport à cette formation, c'est son coût. Vous êtes sans ignorer la crise économique que traverse notre pays, le Gabon, à l'instar des autres pays du monde, liée à la chute du prix du baril du pétrole. Donc, nous, au niveau du transport, nous, en tant que transporteurs, nous disons c'est une taxe de trop. C'est une taxe de trop où l'idéal serait que nous puissions nous asseoir et puis revisiter ensemble comment amener justement le transporteur à obtenir cette carte professionnelle. Cette formation, telle que voulue aujourd'hui par les autorités en place, ne date pas d'aujourd'hui. En 2004, une idée dans ce sens avait déjà été mise, sauf que les bénéficiaires de la dite formation avaient reçu un chèque en bois. Allons-y en savoir davantage dans cet élément. Nous revenons en arrière par rapport au problème de la formation. C'est parce que jusqu'ici, le ministère des Transports n'a pas rempli effectivement sa part du contrat. Il avait été alloué 100 millions. Et sur les 100 millions par rapport au projet dans le cadre de la formation des conducteurs de taxi, parce qu'il fallait former 100 conducteurs de taxi, le montant était au départ de 81 millions et poussière. Or, il s'avère effectivement que la somme n'a pas été totalement régularisée. Nous avons eu des sérieux problèmes dans le cadre de l'exécution.
parce que les documents dont je vais présenter ici sur ce plateau n'ont jamais été présentés nulle part ailleurs. Nous avons un chèque ici, un chèque de 40 millions en bois, où dans le compte du ministère des Transports, nous n'avons pratiquement pas retrouvé effectivement la traçabilité. Et vous vous rappelez que je vous ai fait état, effectivement, la semaine dernière, que nous avons eu un problème parce que le numéro du compte du ministère des Transports est le 00424 et qui avait été paraphé par le ministre Tungi, parce que c'est un arrêté qui avait été pris. Le numéro lui-même, c'est le 4331-40. Donc c'est le ministre Tungi, à l'époque ministre du Budget, qui avait pris cet arrêté pour le numéro de compte du ministère des Transports. Or, sous les yeux ici, nous sommes agréablement surpris pour la simple et bonne raison que l'argent est sorti par le biais de M. Miyi Consulting. Donc, un des responsables de la Direction générale des transports terrestres qui a été révoqué de ses fonctions, certes c'est vrai, mais c'est pour démontrer au président de la République et au Premier ministre comment l'argent de l'État sort par des fonctionnaires qui n'ont nullement le droit de percevoir de l'argent de l'État. Et mieux encore, nous avons saisi l'agent judiciaire de l'État qui dit ceci. J'ai l'honneur de vous informer que le directeur général de la société HP Service a saisi le ministre chargé du budget en vue du paiement de la somme de 43 850 000 correspondant au reliquat des prestations fournies par le compte de la Direction générale des transports terrestres. Donc vous conviendrez avec moi que M. Serge Bertrand Abé-Solo a reçu cette correspondance et somme le ministère des Transports par le biais de la DGTT de régulariser cette situation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le 11 février 2004, nous avons saisi effectivement le ministre de l'époque, M. Christian Maniaga, justement face à cette situation. Effectivement, qui a fait savoir, justement, qui a donné son point de vue par rapport à cette situation. C'est pour vous dire que jusqu'à ce jour, rien n'a été régularisé justement face à cette première formation. C'est pour faire savoir aux téléspectateurs qui suivent et aux hommes politiques que nous ne pouvons pas continuer à nous taire. Il y a un préjudice moral et financier par rapport à cette première formation où l'État doit de l'argent. Et le fait d'être en partenariat, nous n'avons jamais porté plainte contre le ministère des Transports. Mais nous pensons qu'à l'heure actuelle, compte tenu des lettres de relance qui n'ont jamais été prises en compte, parce que lorsqu'on parle de ce problème de formation, c'est monsieur le secrétaire général du ministère des Transports qui sait effectivement pourquoi ce problème n'est pas régularisé. Si le compte du ministère des Transports a été résilié depuis pratiquement plus de 4 ans, aujourd'hui vous conviendrez avec nous effectivement que nous sommes dans une situation d'impasse où nous demandons effectivement l'arbitrage de monsieur le président de la République. Et en dépit de cela, monsieur le Premier ministre Issozen Gondé, nous vous demandons effectivement, avec les éléments que nous avons, qu'il y ait une concertation pour que cette situation soit régularisée. On n'en parlera jamais assez de ces grèves à répétition dans un passé encore récent. Ce sont les agents des régies financières qui étaient au pied de grue devant les locaux du ministère de l'économie. Le gouvernement, visiblement, semble essoufflé par ce climat de tension sociale. Retour sur ces grèves à répétition dans cette analyse que nous propose Arnaud Mbabokoum. Malgré nos nombreuses suggestions en vue d'une sortie d'un contexte social marqué par des grèves tous azimuts, rien n'est fait. Les faits étant parfois têtus, ils se traduisent sur le terrain par des grèves à répétition. Tous les secteurs d'activité sont touchés. Hier encore, on parlait de l'éducation nationale et les licenciements dans le secteur pétrole, rendant ainsi la ville économique du Gabon Port-Gentil invivable parce que désormais plongée dans un marasme économique très profond. D'autres secteurs d'activité jadis privilégiés semblent ne plus l'être. Le cas des impôts, de la douane, bref, des régies financières et administrations assimilées. Depuis plus de 72 heures déjà, que ces agents de l'État expriment leur colère devant le symbole de la finance au Gabon. En effet, jour après jour, ils s'amassent aux pieds pour les uns et le long de la barrière pour les autres de l'immeuble Bercy. Le paiement des indemnités de fonction constitue l'unique justification de cette colère. Sans toutefois y parvenir, l'interlocuteur administratif étant muet. La recrudescence de ces grèves nous amène donc à nous interroger sur le bien fondé du dialogue national inclusif et sans tabou, notamment sa première phase dite citoyenne, au cours de laquelle les panels, au total 5, traitaient des spécificités des différents secteurs d'activité. Hélas, il faut bien le regretter, 2 mois et demi, soit 3 mois après la tenue du dit dialogue, la situation se présente toujours aujourd'hui comme un serpent qui se mord la queue.
L'inefficacité des thématiques abordées à cette occasion s'est très vite signalée. Pour les uns, le contexte de grève actuel n'est que la continuité ou alors ne serait que la conséquence des choix mal opérés s'agissant des participants de ce dialogue. L'intérêt supérieur de la nation semble avoir été mis de côté au profit de l'intérêt inavoué, dont il faut à présent envisager une trêve sociale. Et suite à la colère des habitants de Marseille 2 qui sont dans une situation conflictuelle avec l'entreprise Kaby BTP, le maire du 1er arrondissement de la commune d'Akanda est revenu sur les mesures et dispositions arrêtées par l'État en faveur de ses détenteurs de parcelles. Nous l'écoutons au micro de Frem Biyogo Edzo. Invitons la plupart des villageois, aujourd'hui devenus citadins, à procéder à la régulation foncière de leurs parcelles, des parcelles qu'ils occupent. Parce qu'elles sont là depuis. Plusieurs sont restés dans ces zones et n'ayant aucune idée de ce qu'une parcelle puisse avoir un titre de propriété. Pour eux, le fait d'occuper un espace, ils sont propriétaires. Et non seulement de là où ils sont, mais également de tous les espaces où ils ont pu investir du manioc, la banane, parce que pour eux, lorsque quelqu'un fait une plantation, cette terre devient sa propriété. Vous avez dit attention. Ça, c'était lorsque nous étions au village. Mais aujourd'hui, toutes ces zones deviennent actuellement une zone communale gérée par une collectivité. Et lorsque nous regardons dans le plan cadastral, il n'y a aucun type d'occupation qui soit visible dans le plan cadastral. Allez-y régulariser vos situations. Ça, c'est le 1. De 2. Aux autres, d'éviter de vendre sans qu'il y ait un titre d'occupation légale. Ils vous diront non, monsieur le maire, moi je n'ai fait que céder. Attention, cession veut dire transfert d'un droit de propriété d'une tierce personne à une autre, d'un bien dont il est préalablement propriétaire. Il fait très attention. Et malheureusement, beaucoup de Gabon diront même, monsieur le maire, dites-moi un peu qui a déjà acheté un terrain ici au Gabon avec un titre. Est-ce que tout le monde ne fait pas ce que nous faisons? On va voir quelqu'un, il vous vend un terrain. Je dis oui, c'est ce qui se fait ou c'est ce qui s'est toujours fait. Mais vous allez constater que, in fine, voici les points auxquels nous arrivons. Parce que lorsque ces personnes nous vendent, que ce soit ces personnes ou vous, personne ne prend la peine d'aller régulariser rapidement la situation au niveau des instances compétentes de la NUTC aujourd'hui ou de l'urbanisme hier. Et encore, lorsque nous étions dans le cadre le département, c'était le gouvernorat avec le service de TOUM qui s'en occupait. Et vous allez faire un constat, je le disais hier encore à certains d'entre vous, vous allez faire un constat au niveau particulièrement d'Akanda et sur les familles autochtones de la zone Zorbeyo, la zone occupée par les femmes. Vous allez faire un constat, c'est que les grandes familles de cette zone, tous avaient un arrêté d'attribution définitive, délivré par le gouvernement. Certaines dates de 75, 80, 82, 90, ils avaient au moins la présence d'esprit de régulariser leur parcelle avec des hectares de 10, 15, 20, 30 hectares. Et qu'aujourd'hui, en tant qu'individus, ils sont obligés de se muer en SCI parce qu'un individu aujourd'hui ne peut plus avoir plus de 5 mètres carrés. Nous le voyons, mais plusieurs d'autres n'ont pas fait ce travail. Donc il est plus facile de régulariser une situation d'occupation d'une parcelle où vous avez 15-20 hectares, à l'époque où la zone était rurale, et la faire transférer vers une SCI que vous-même vous créez, que de solliciter aujourd'hui à l'État une superficie de 15 hectares aussi facilement. Voilà où il y a des couacs. Allons-y hors de nos frontières à présent, d'abord au Kenya, où les élections présidentielles se sont bouclées par la réélection de l'ancien président Kenyatta. L'opposition, quant à elle, proteste les résultats de la commission électorale, mais le nouveau président tend la perche à tous les acteurs politiques pour la construction du Kenya. Presse internationale. Dès l'annonce de la victoire du président sortant, Uhuru Kenyatta, des heurts ont éclaté dans des fiefs de son rival Raila Odinga. À Nairobi, des manifestants ont envahi les rues du quartier de Mathare. Même colère à Kisumu, dans l'ouest du pays. Les partisans d'Uhuru Kenyatta, eux, exultent. Après une longue attente, les résultats ont finalement été communiqués.
et c'est sans grande surprise qu'il remporte l'élection présidentielle. L'opposition a dénoncé une mascarade avant même que le vainqueur ne soit annoncé. Le président élu a rapidement réagi, appelant le camp adverse à accepter sa défaite. Comme dans toutes les compétitions, il y a toujours des gagnants et des perdants. Mais nous appartenons tous à une seule grande nation, le Kenya. Je tends ici une main amicale pour une coopération, un partenariat, car je sais très bien que ce pays a besoin de nous tous pour réussir, et le Kenya veut qu'on réussisse. La commission électorale a appelé au calme, mais l'opposition n'a cessé de remettre en cause son impartialité dès l'annonce des premiers résultats ce mercredi. Uhuru Kenyatta était déjà donné largement en tête du scrutin, mais l'opposition exigeait que son candidat soit déclaré vainqueur de la présidentielle. Selon Raila Odinga, des hackers auraient piraté le serveur de la commission électorale au profit du parti au pouvoir. Aux États-Unis, Donald Trump se prononce enfin dans la crise contre le Venezuela et se dit prêt à intervenir militairement. Presse internationale. Une déclaration difficile à analyser, comme Donald Trump a l'habitude d'en faire. Le président américain n'a pas mâché ses mots ce vendredi en évoquant la crise vénézuélienne. Nous avons des troupes dans le monde entier qui sont parfois très loin. Le Venezuela n'est pas très éloigné et les gens souffrent et les gens meurent. Nous avons de nombreuses options pour le Venezuela, y compris une option militaire si nécessaire. Donald Trump n'a pas donné plus de précisions sur ses modalités. Ces menaces enveniment un peu plus les relations entre les États-Unis et le Venezuela. Washington avait déjà adopté des sanctions contre Caracas au lendemain de l'élection de l'Assemblée constituante. Celle-ci était rejetée par les opposants, mais aussi par de nombreux pays, parmi lesquels le Pérou. Le président péruvien a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur vénézuélien, ce qui en fait le premier pays d'Amérique latine à prendre une telle mesure depuis le début de la crise en avril dernier. En représailles, le Venezuela a donné 5 jours au chargé d'affaires de l'ambassade du Pérou pour quitter Caracas. Mardi dernier, un sommet avait réuni les ministres des Affaires étrangères de 17 pays sud-américains pour discuter de la situation au Venezuela. 12 d'entre eux ont jugé l'Assemblée constituante illégitime. Au volet sport de cette édition d'information, on parle de la tombée des rideaux sur le séminaire d'entraîneurs de haut niveau à l'Institut national de la jeunesse et des sports organisé par la FIFA en collaboration avec la Fédération gabonaise de football. Un événement qui a réuni en un seul lieu les entraîneurs locaux et ceux venus d'ailleurs. Les détails avec Inès Ngunga Mambo. Durant 5 jours, les entraîneurs de haut niveau étaient à l'école du savoir, où ils prenaient part au séminaire de renforcement de capacité initié à leur endroit par la Fédération internationale de football association en collaboration avec la Fédération gabonaise de football. Les stagiaires ont été édifiés sur des thèmes bien spécifiques en rapport avec la préparation mentale, la construction de l'équipe, les termes tactiques, les contre-attaques et les attaques placées. Tout ceci dans l'optique de mettre à jour les connaissances et tendances du football moderne au profit des entraîneurs locaux et ceux venus d'autres horizons, à l'exemple du Burkina Faso. La préparation mentale, la construction de l'équipe, les thèmes tactiques de contre-attaque, attaque placée, les différents tendances, tout ce qui est au niveau, tout ce qui est lié au football de haut niveau sur le plan technique, physique, tactique et mental. Et même la planification, au dernier jour, on a axé le travail aujourd'hui toute la journée et depuis hier sur la planification, comment planifier le travail pour avoir des objectifs clairs, des moyens de réaliser ces objectifs et le développement en général du joueur de haut niveau. Au regard du niveau des apprenants dans leur capacité de rétention et de restitution, l'expert FIFA sort de là confiant du travail abattu. On croit qu'on a atteint nos objectifs avec la fédération et je pense qu'il y a un bon groupe d'entraîneurs qui méritent d'être c'est-à-dire utilisés et exploités dans le foot gabonais au plus haut niveau.
La remise de diplômes de participation aux stagiaires, ainsi que les présents à l'expert, a constitué l'une des grandes étapes de la clôture de ce séminaire de haut niveau. Par ma voix, l'ensemble des séminaristes et des stagiaires souhaitent vraiment vous faire honneur et dire avec toute la franchise et l'amour possible de tout ce que vous nous avez transmis a été fort aimable de notre part et nous sommes conscients que ce modeste cadeau ne pourra pas éventuellement être à la hauteur de votre investissement. Mais nous savons que vous avez donné le maximum et nous nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous voulons vous remettre ce présent. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Salutations Ousmane. Et madame, Dieu ne manquerait pas d'être. Le Burkina Faso va aussi remettre un cadeau. Moi, je pense que sur les j'ai beaucoup appris. Et vous avez donné les sécurités pour qu'un jour, quand on va au Burkina, je pense qu'on va les gagner. C'est sur une note de satisfaction totale qu'a pris fin le séminaire des entraîneurs de haut niveau. D'ores et déjà, bon retour aux délégations dans leurs pays respectifs, en espérant que cette nouvelle cuvée saura faire ses preuves sur le terrain. Des séminaristes désormais outillés et qui se disent désormais prêts à restituer les connaissances acquises. Retrouvons Inès Ngunga Mombo dans cet élément. Un séminaire de plus qui vient à point nommé. Les instances dirigeantes du football gabonais ont fait de la formation leur priorité, ce qui traduit la stratégie de continuité et de développement du pays. Pour ces entraîneurs de haut niveau, il était question de s'arrimer aux normes internationales, coller la théorie à la pratique. Des nouvelles découvertes qui seront mises au profit des footballeurs. On a appris vraiment des nouvelles méthodes d'entraînement que on ne savait pas. On ne savait pas, mais voilà, donc aujourd'hui on sort avec beaucoup encore plus d'acquis. Et je pense que, comme il a dit, il espère que par rapport à ces enseignements, c'est vrai que ça a duré rien qu'une semaine, mais voilà, je pense qu'en 5 jours, on a beaucoup appris, et moi encore un peu plus. Voilà, donc on va essayer de pouvoir, pas peut-être mettre tout, mais je pense que le maximum. Bon, ce stage était bénéfique pour nous parce qu'il y a les nouvelles tendances. Donc avec l'instructeur, on a essayé de voir comment entraîner maintenant les équipes, quelle est la philosophie de jeu, et puis voilà, surtout sur le contenu de l'entraînement. Donc on a appris beaucoup de choses. Il y a des choses que nous on faisait avant, qu'on nous a dit que ça ne se fait plus maintenant. Donc, la restitution auprès des jeunes apportera un plus aux objectifs qui se sont assignés les responsables des clubs pour enfin récolter des victoires lors des prochains rendez-vous sportifs. Je pense qu'on est tout le temps sur le terrain, c'est de pouvoir mettre en œuvre ce qu'il nous a enseigné. Et voilà, la méthode de travail, il nous a par exemple dit que pour lui les petits jeux apportent un peu plus. Voilà, parce que moi je l'avoue, on avait tendance toujours aussi à pouvoir travailler du 11 contre 11 parfois, qui est aussi la réalité du match. Mais aujourd'hui, il nous a appris que les petits jeux, surtout à 4 contre 4, etc., ça apporte plus d'intensité parce que le terrain est généralement réduit, ça apporte plus d'intensité, plus d'engagement. Et ce qui est important, et c'est peut-être le mal de notre football et de nos joueurs sur le point de vue mental, donc il nous a montré comment il faut faire pour pouvoir avoir des joueurs mentalement forts, pour pouvoir jouer dans le haut niveau. Et ça a été vraiment important, surtout pour moi j'ai aujourd'hui la responsabilité d'avoir un club qui joue à la Coupe d'Afrique et je pense que je sors honnêtement satisfait de ça. Ces entraîneurs sortent de ce séminaire aguerris. Espérons que les présidents d'honneur des clubs leur laisseront la liberté de mettre en pratique ce qu'ils ont reçu pendant ce séminaire qui a duré 5 jours.
Êtes-vous pour ou contre la formation professionnelle initiée par le ministère des Transports? Et naturellement, nous avons tendu le micro aux transporteurs qui se sont confiés ici à Léa Matitabissa à cœur ouvert. Je ne suis pas d'accord. Par rapport à les conditions ne sont pas normales. Donc il faut qu'elle arrange les conditions. Si vraiment elle n'arrange pas, on veut faire la bombe quand de Gaulle, ils ne veulent pas. Merci, madame. Justifiez-vous, monsieur? On est contre parce que déjà, entre nous, on a suivi des formations dans les écoles. Et l'autre jour, j'ai demandé, est-ce qu'on peut se faire former dans n'importe quel autre cas? Ils ont dit non. Là, on a constaté que bon, c'est une manière, quelque part, de surprise. Parce qu'il y a d'entre nous qui ont 20 ans de carrière, ils ne savent pas quelle formation, encore de nouveau, on va les donner. Ils ont toutes les catégories de permis. Et on exerce notre travail sans problème. Moi, je suis contre. La formation professionnelle, puisque moi, je vois que c'est une connaissance. Oui. Puisqu'on a la formation professionnelle, on a fait, comment on appelle ça? On a des cours qu'on demande au niveau du permis de conduire. Parce qu'on a déjà un permis, je ne vois pas pourquoi faire un autre permis pour le transport. Ben, si c'est quelque chose qui est bénéfique pour ceux-là, les usagers de la route, je suis pour. Mais si c'est pour des tracasseries, bon, il faut les laisser tranquilles parce qu'ils ont commencé à bouler, à faire n'importe quoi. Il faut les laisser suivre la formation pour être assidus et pour que tout se passe. Parce qu'il y a plusieurs accidents. On assiste à des accidents, à des morts tout le temps. Donc ils doivent aller à une formation qui va leur permettre un peu d'être sûrs et d'avoir une conscience professionnelle. Au ministère public d'apporter désormais des éclaircissements sur cette formation qui fâche tant nos transporteurs. Voilà, c'est sur ce que nous refermons cette édition d'information. Restez en compagnie de nos programmes.